dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour le premier update lecture du mois de novembre avec une voix légèrement nasillarde. Je suis désolée mais je parle du nez à mort, je suis malade. J'ai failli ne pas vous filmer la vidéo mais comme j'ai un peu peur de ne pas avoir le temps de la filmer en début de semaine prochaine, pour être sûr que vous l'ayez ce mercredi, je prends sur moi et je vous la filme. Voilà. Non, pour ma défense, je suis pas là ce week-end. Enfin, pour ma défense, il n'y a pas de défense à avoir, mais je suis pas là ce week-end, je suis en salon, donc je sais que j'aurai pas forcément le temps de le faire. Et en début de semaine, j'ai pas mal de travail en retard à rattraper. Donc, filmer ne sera peut-être pas ma priorité. Donc, tant pis. Voilà, je me suis fait un petit verre d'eau au cas où j'ai une petite quinte de tout là qui veut démarrer. Et puis, normalement, on est paré pour vous parler de mes premières romances de Noël que j'ai lues de l'année et aussi de mon premier coup de cœur en urban fantasy, je vais pas dire de l'année mais voilà, le coup de cœur du mois je pense qu'on l'a dès ce premier update lecture. Le suspense est éclaté au sol sur cette chaîne, sachez-le. Bref, commençons tout de suite avec le premier roman que j'ai lu et qui ouvre le bal à la fois du mois mais aussi des romances de Noël puisque j'ai lu Santa Cruz de Flora Peoni édité chez Plume du Web. Roman dans lequel le fameux Santa Cruz est un bateau de croisière sur la thématique de Noël qui va nous entraîner dans un petit périple surtout dans le nord de l'Europe. Et sur ce bateau, on va découvrir Alexis. Alexis, elle y travaille depuis quelques années, elle est en charge des animations du calendrier de l'Avent des activités. Tous les jours, une nouvelle case à ouvrir et du coup une nouvelle activité où on va généralement retrouver Alexis qui va nous emmener faire la visite de tel endroit, qui va nous proposer une petite activité pâtisserie, etc., etc. Alexis, c'est le personnage type de la gentille fille. La nana qui est tellement gentille qu'elle a du mal à dire non aux gens et malheureusement ça lui cause un peu de préjudice parce que par exemple elle est coincée dans une relation avec un con qu'elle n'arrive pas à quitter parce qu'elle a pas envie de faire de mal aux gens. C'est quelqu'un de foncièrement bon qui m'a énormément touchée mais je vous en parle un petit peu plus tard parce qu'Alexis sur ce bateau de croisière elle n'est pas toute seule. En effet, le Santa Cruz, pour se faire un petit coup de pub, un petit coup de marketing, je sais pas trop ce qui leur a traversé l'esprit, mais ils se sont dit que ce serait une brillante idée d'inviter 3 ex-dollars à venir sur le Santa Cruz. Et parmi eux, il y a Jaile. Les prénoms des personnages de Flora Peoni, je me demande à chaque fois où est-ce qu'elle allait les chercher, je trouve ça fabuleux d'avoir des prénoms comme ça qui... En fait c'est génial parce qu'ils sortent tellement de l'ordinaire que je les retiens à chaque fois alors que vous me connaissez, j'ai vraiment du mal à retenir les prénoms. Bref, Jaile des 3 c'est le plus... râleur, il est tout le temps en train de râler, il est bougon, etc. Mais bah écoutez, malgré ses réticences, il se pourrait bien que la petite lutine qui est Alexis, bah elle lui déplaise pas tant que ça. Bref. Voici pour mon résumé un petit peu bateau de ce roman que j'ai lu du coup au format e-book. À la base je voulais à tout prix acheter le brochet parce qu'il est magnifique, mais non seulement il faut que je fasse très attention parce que bah, financièrement parlant, un déménagement ça coûte très très cher et en plus je me suis dit ça ferait un livre de plus à porter. Du coup, comme Plume du Web ne fait pas partie des maisons d'édition qui te font payer leur e-book aussi cher, voire plus cher qu'un livre de poche, je l'ai pris dans la version e-book et pour le coup à 5,99€ je trouve que c'est des prix à peu près cohérents. Voilà, c'est le petit aparté qui sert pas à grand chose, mais en fait ça m'a tellement marqué de voir des e-books des fois à des prix exorbitants où tu te dis putain mais flemme, que là le fait que ce soit à un prix assez cohérent pour une maison d'édition comme Plume du Web, bah j'estime que voilà, c'est important de le préciser aussi. Voilà. Bref, ce roman, bah écoutez, je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il a très bien lancé la saison des romances de Noël, à plus forte raison parce que vous le savez sans doute si vous me suivez un minimum, je suis fan des romances de Noël. Autant je regarde très peu de téléfilms de Noël, même si ça m'arrive de temps en temps, autant le côté un peu cringe que je n'aime pas dans les films, je les adore dans les livres. J'adore les clichés des romances de Noël, mais je commence à en avoir lu pas mal et du coup à avoir un petit peu envie de m'éloigner du postulat de base de, je sais pas, la nana qui va faire burn-out et qui va rentrer dans son village natal pour les fêtes comme par hasard. Et le village, c'est un cliché de film de Noël. Je commence à en avoir un petit peu ras-le-pompon de ce genre de truc et j'avais un petit peu envie de sortir des sentiers battus cette année et franchement avec Santa Cruz, bah c'est réussi. Parce qu'une croisière, certes sur le thème de Noël, mais quand même, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire et d'ailleurs je pense que je peux compter sur les doigts d'une main et je crois que j'en ai lu 2 des livres qui se passent durant une croisière et les 2 j'ai beaucoup aimé parce que je trouve ça toujours hyper intéressant comme format. Et puis là, encore une fois, on va vraiment sortir du truc de Noël typique de on arrive dans le petit village, nanana. C'est hyper différent de ce qu'on a d'habitude. On a quand même un peu le Grumpy Sunshine, hein, parce qu'on a d'un côté Alexis qui est très fanatique de Noël, forcément, si elle anime des choses autour de Noël, vous vous doutez bien qu'elle adore Noël. Et on a de l'autre Jaile, qui n'est pas très fan de Noël, mais en même temps, il n'est pas très fan de grand chose. Le mec, il a quand même passé les 8 dernières années, je crois, un truc comme ça, en prison. Autant vous dire que Noël, c'est pas sa fête préférée. En plus de ça, bah, on comprend assez vite que c'est quelqu'un d'assez solitaire et hormis ses comparses de prison, il a pas grand monde dans sa vie.
voilà, je vous le cache pas, Noël généralement c'est quand même une fête de famille ou en tout cas une fête que l'on va passer avec des proches. J'ose imaginer que si t'as pas énormément de proches avec qui partager tout ça, bah Noël c'est pas trop ta priorité. Bref, voilà. Donc on a un petit peu retrouvé quand même ce petit côté Grumpy Sunshine, il y a quand même toutes les petites traditions de Noël qui sont très sympas et que j'ai adoré retrouver, mais le cadre est différent et je trouve que c'est un gros plus. Je l'avoue, j'avais quelques réticences quand je me suis lancée dans cette lecture parce que Flora Peony, c'est une autrice que j'ai découverte et lue jusque-là uniquement en auto-édition, donc avec des livres qu'elle a auto-édités et que j'adore. Voilà. J'ai lu la saga des... Bah d'ailleurs, vous allez pas le voir, je crois que vous êtes en... Oui, voilà. Mais sur cette étagère-ci, il y a plusieurs de ses livres, notamment une partie de ma collection Vivaldi. Justine, va falloir me les rendre. Maintenant que je t'ai récupéré l'intégrale, t'as intérêt à me les rendre. Mais voilà, il y a en gros, les livres de Flora sont là et c'est que de l'auto-édition. Tous ceux que j'ai lus, je les ai aimés, mais je pense que j'avais un peu peur que le fait d'être en maison d'édition, il y ait des choses qui soient un peu différentes, que son humour que j'aime tant soit peut-être un petit peu, comment dire, un petit peu contenu on va dire, parce que parfois elle a vraiment un humour noir qui peut ne pas plaire à tout le monde. Et j'avais très très peur justement que bah, qu'elle soit un peu muselée par le côté maison d'édition. Alors attention, je suis hyper contente et je suis hyper fière et hyper heureuse pour elle. Personnellement, je considère que les victoires d'une autrice auto-éditée, c'est un peu des victoires pour tous les auteurs auto-édités, je trouve ça génial. Et tout particulièrement Flora, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On se connaît un petit peu maintenant depuis 1 an et demi à peu près. Et à chaque fois, c'est un plaisir d'échanger avec elle. C'est quelqu'un qui a été toujours hyper sympa dès que j'ai eu besoin de quoi que ce soit à lui demander pour X ou Y raison. Elle a toujours répondu présente. C'est quelqu'un que j'affectionne vraiment en tant que personne. Donc c'est encore plus impactant, je trouve. Je suis hyper fière d'elle, hyper contente pour elle. Parce que c'est... En tant qu'autrice de romance, j'en ai particulièrement conscience, c'est une putain de consécration d'être publiée chez Plume du Web, c'est une des maisons d'édition les plus influentes aujourd'hui de sa génération en romance, donc forcément bah, c'est un putain d'accomplissement et je trouve ça génial, hein. Attention, je crache pas du tout là-dessus, mais forcément bah, j'avais un peu peur qu'en maison d'édition, le style de Flora qui parfois est hyper piquant et va être un peu... Enfin, je vais utiliser un terme, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient à l'esprit, mais un peu hors de contrôle, des fois avec un humour qui pourrait parfois faire tiquer certains, bah j'avais hyper peur du coup que ça passe pas forcément de la même manière avec un texte passé par une maison d'édition. Et je suis soulagée parce que on retrouve tout de suite la patte de Flora. C'est à 100% elle. Le texte a très probablement été sublimé par le travail d'édition qui est vraiment magnifique. Je n'ai pas la version brochée du coup, puisque comme je vous l'ai dit, je l'ai lu en version e-book, en version dématérialisée. Mais la version papier est très belle, il y a un jaspage dessus qui est trop mignon. Enfin, franchement, je suis bluffée par le travail qui a été fait dessus et je suis très contente que le roman ait un écrin tel que celui-ci. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait conservé la marque de fabrique de Flora qui est les petites phrases en tête de chapitre qui sont pour moi une pépite. Parfois, je les préfère presque au chapitre en question. Vraiment, il y a des fois... Moi, je me revois quand j'ai lu Une panne dans l'équation, qui est... Bah, d'ailleurs, je crois que c'est le dernier que j'ai lu avant Santa Cruz. Où dans le chapitre d'avant, elle me faisait limite monter les larmes aux yeux, moment d'émotion hyper intense que j'ai adoré. Et dans la foulée, je me tape mais un fou rire monumental au chapitre d'après en lisant juste la petite phrase. Parce que c'est ça, Flora. Et je suis très contente que cette magie-là, elle ait persisté, elle soit restée dans une version qui soit passée entre les mains d'un éditeur et qui soit publiée par un très gros éditeur quand même, mine de rien. Donc ouais, je suis hyper contente de ça. Au niveau de l'histoire, c'est pas mon roman préféré de Flora Peony, mais ça reste un roman que j'ai adoré. J'ai trouvé le personnage d'Alexis particulièrement touchant. Je pense que des personnes comme elle, on en connaît tous, des personnes qui sont trop gentilles pour vouloir parfois s'affirmer au risque de faire mal à des gens. Et je pense que d'ailleurs, parfois on a ces réactions un peu là de pas vouloir dire les choses pour pas blesser. Et elle m'a énormément touchée. Alors c'est même pas dire les choses, c'est plutôt pas vouloir s'affirmer et pas vouloir dire ce qu'elle ressent pour éviter de blesser des gens. Je l'ai trouvée vraiment très touchante comme personnage. Certains pourraient la qualifier de naïf, moi je trouve pas. Je trouve qu'elle a au contraire les yeux très grands ouverts sur plein de choses et pour ça elle est hyper touchante. J'ai adoré le personnage de Jailey aussi, même si des fois j'avais envie de lui foutre deux petites claques derrière la tête, genre ouais, bon c'est bon, souris mon gars, on en a marre. Voilà. Mais en même temps ça colle très bien aussi avec son histoire. Il a un passé qui est pas facile, vous vous doutez bien que s'il arrive en prison c'est qu'il s'est passé quelque chose, hein. On n'atterrit pas en prison pendant 8 ans comme ça. J'ai beaucoup aimé aussi ses deux compagnons ex-Tolar, Merlin et Samael. Je ne sais pas si
des tomes compagnons sont prévus sur eux. Si c'est le cas, évidemment, je serai au rendez-vous parce que j'ai vraiment très envie de savoir déjà pourquoi est-ce qu'ils sont atterrés en prison tous les deux et de connaître un petit peu mieux ces personnages. En tout cas, on a clairement la porte qui est ouverte par l'autrice, donc pour moi, c'est une possibilité, à voir si ça se fait un jour ou pas. Mais si c'est le cas, évidemment, je répondrai présente parce que j'ai globalement bien aimé. Ce roman a su réunir ce que j'aime de Flora, ce que j'aime des romances de Noël, et en plus de ça, dans un cadre un peu différent. Pour moi, c'est une réussite et j'ai passé un très bon moment de lecture. Voilà. Après ça, j'ai lu, et dire que je l'ai lu, c'est un euphémisme, je l'ai tabassé, La Selkie de Megara Nolan, le tome 1, Le Dernier Oracle, roman dans lequel nous allons suivre Brie qui est une Selkie. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une créature magique, évidemment imaginaire, écossaise, qui est tout simplement un phoque qui peut prendre l'apparence d'un être humain. Et cela avec sa peau. Donc en fait, quand il va retirer sa peau, il va devenir un être humain. Quand il va la remettre, il redevient un phoque. Seulement Brie, qui est une Selkie, du coup, elle a perdu sa peau il y a plusieurs siècles maintenant. Elle n'a pas réussi à refoutre la main dessus, donc elle ne peut pas redevenir un phoque. Elle travaille pour l'équivalent de la police surnaturelle. Et alors qu'une enquête va un peu mal se passer, il va se solder par la mort de de la personne avec qui qu'elle avait en charge un petit peu, puisque c'est un peu son apprenti, entre guillemets. Elle va être un petit peu punie. L'enquête sur laquelle elle est depuis des mois va lui être retirée et elle va se retrouver à devoir faire du babysitting, en tout cas c'est comme ça qu'elle le vit, pour un oracle, le dernier oracle. C'est évidemment un secret, puisque si les oracles ont tous été éradiqués, vous vous doutez bien que si quelqu'un veut mettre la main dessus, c'est un peu étrange. Et j'ai oublié son prénom à cet oracle. Jace. Et donc Brie est mandatée pour le surveiller et éviter qu'il lui arrive quoi que ce soit. Non seulement ça l'emmerde très fortement, Jace de son côté qui est peut-être un peu moins grumpy que elle, qui est une bonne casse-couille quant à s'y met. Non, c'est une solitaire on va dire Brie. C'est pas vrai, c'est pas une casse-couille, c'est juste qu'elle aime bien être toute seule et qu'elle a pas trop évolué avec son temps. Voilà. Et Jace de son côté, c'est quelqu'un qui a tendance à voir un peu le positif partout, même quand toute sa vie part en vrille et qu'il découvre soudainement qu'il a des pouvoirs surnaturels. Voilà. Bref, Brie, comme je vous le disais, elle vit très mal le fait de se faire retirer son enquête, donc elle va, un peu malgré son patron, continuer à la mener, quitte à ce que ça cause un peu de dégâts. Bref. Bah écoutez, j'ai adoré ce roman, je l'ai littéralement dévoré. Quand je dis dévoré, c'est que je crois que je l'ai commencé genre un soir et le lendemain je l'avais terminé parce que je n'arrivais pas à le lâcher. C'est d'ailleurs la seule journée de nos vacances avec mon mec qu'on s'est octroyé à la maison à ne rien foutre de la journée. Bah moi j'ai bouquiné toute la journée, j'étais dans mon canapé avec mon petit plaid et ça m'a fait du bien parce que les vacances n'ont pas été hyper reposantes. Et puis bah de toute façon honnêtement je n'arrivais pas à le lâcher. D'ailleurs je peux d'ores et déjà vous spoiler que ma première lecture de janvier ce sera le tome 2 parce que j'ai trop hâte de le lire. Ce roman est hyper cool, on va lier à la fois enquête et mythologie, j'ai trouvé ça très cool. Chaque entre paragraphes, il y a une petite fiche du bestiaire, un petit peu des différentes créatures qu'on peut retrouver dans l'univers de la Selkie. C'était hyper plaisant parce que les trois quarts des créatures, bon il y en a que je connaissais pas du tout, mais il y en a que je connaissais et que j'avais déjà pris en note moi pour des projets futurs, etc. Et du coup d'ailleurs les Selkie notamment, ça faisait partie des créatures dont pour lesquelles j'avais pris des notes. Et j'ai trouvé que c'était hyper cool de retrouver des imaginaires qu'on ne retrouve pas partout. Parce qu'honnêtement des Selkie, je pense que vous pouvez chercher, vous n'allez pas en trouver partout. D'ailleurs je pense que la majorité d'entre vous n'avait même jamais entendu parler de ces créatures. Voilà. Ou ne savait pas du tout de quoi il était question, mais avait peut-être juste entendu le nom. Moi perso je connaissais parce que j'ai déjà lu un livre où il en était question et parce que quand j'ai fait mes recherches sur différentes créatures, la Selkie en faisait partie. Mais sinon c'est des créatures que j'avais quasiment jamais vues et du coup j'ai trouvé ça hyper cool de découvrir ces créatures là. L'histoire en elle-même, elle est hyper entraînante, très rapidement, on va se laisser prendre au jeu. On a à la fois cette histoire autour de l'oracle, qui est, on va dire, presque un peu sous-jacente à l'intrigue et l'enquête que mène Brie, et on va se prendre au jeu et avoir envie aussi de la résoudre. On va évidemment avoir l'impression qu'on doit douter de tout le monde tout le temps, et je trouve ça assez génial. La plume de Megara me fait toujours cet effet là de il y a plusieurs intrigues sous-jacentes et le tout forme vraiment un livre que je dévore littéralement. Les personnages sont hyper touchants aussi, Brie notamment, qui est, comme je le disais, elle est pas casse-couille, elle est solitaire, c'est quelqu'un qui ne peut plus aujourd'hui redevenir Fox, qui est quand même sa raison d'être, qui est ce qu'elle est au plus profond d'elle, qui vit tout le temps avec cette idée que sa peau,
elle est quelque part et qu'elle ne sait pas qui a cette foutue peau, parce que c'est forcément quelqu'un qui l'a récupérée. J'ai trouvé que c'était hyper touchant, il y a des scènes qui sont décrites qui m'ont beaucoup émue. C'est un personnage qui est très émouvant et j'ai beaucoup aimé la voir petit à petit s'ouvrir au personnage de Jace et apprendre à lui faire confiance, apprendre à l'intégrer dans sa vie et à faire des concessions pour à la fois le protéger et parce qu'elle s'attache aussi à ce personnage-là. L'enquête est très bien menée. J'ai beaucoup aimé les différents tenants et les aboutissants. Il y a énormément d'actions et ça s'enchaîne pas mal, à la fois parce que l'enquête fait qu'il y a de l'action, mais aussi parce que si la surveillance de Jace lui a été confiée, c'est qu'il est potentiellement en danger aussi, qu'il y a des gens qui le cherchent, et du coup forcément ça va aussi créer de l'action et c'était plutôt cool. On va découvrir une myriade de personnages tous plus intéressants les uns que les autres, avec à chaque fois souvent des histoires différentes, mais aussi du coup des particularités physiques et des pouvoirs différents, puisqu'on va avoir vraiment tout un bestiaire hyper riche et varié. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, on sent que l'autrice elle a un peu pris de partout, de tous les mythes et légendes d'un peu partout, et elle les a intégrés comme elle le pouvait dans son récit, et ça fonctionne hyper bien. J'aime beaucoup l'urban fantasy, donc c'est entre guillemets de la fantasy qui va se dérouler dans un monde plutôt similaire au nôtre, pour vous symboliser ça de manière un petit peu pourri honnêtement, mais bref, j'aime beaucoup l'urban fantasy et ça fait des années que j'ai envie de lire ce livre pour ça, parce que j'aime vraiment beaucoup le côté de la magie qui est implantée dans notre monde et qui parfois doit s'allier aussi à la technologie. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Et là, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que Bri, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout les nouvelles technologies et qui va beaucoup utiliser des choses assez anciennes avec de la magie, etc. et qui doit parfois prendre un peu sur elle parce qu'elle n'a pas trop le choix. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. J'en parle probablement hyper mal, mais ce roman était génial, j'ai eu un énorme coup de cœur et il me tarde de lire le tome 2, dont je vous parlerai du coup normalement dans les updates lecture de janvier. Voilà. Je commence à avoir de plus en plus de mal à parler, je pense que je parle de plus en plus du nez, ça doit être catastrophique à écouter pour vous, mais c'est pas grave puisqu'on va arriver au dernier roman de cette update lecture, On ne papillote pas avec l'amour d'Esmé Béguin. Ce roman est publié chez Ito, c'est la collection poche de chez BMR, et c'est une romance de Noël écrite par un duo d'autrices que j'ai déjà lu, j'ai déjà lu tous leurs romans. Mais les tomes précédents, on suivait un petit peu à chaque fois le même groupe de copains avec des liens entre les différents tomes, et là cette fois-ci, on change complètement puisqu'on change même de pays. Si les 3 romans précédents des autrices se déroulaient en France, ou en tout cas avec des personnages français, ici, direction les Pays-Bas. Et franchement, je trouve ça plutôt pas mal parce que c'est hyper rare qu'on ait des romances qui se déroulent à Amsterdam. Et du coup, c'était plutôt cool. Les personnages, en plus de ça, ont des noms bien différents de ceux de chez nous. Puisque si nous allons la surnommer Bri, en réalité, elle s'appelle Brigitte. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus ou pas? Bref. Et lui, de son côté, c'est Klaas. Klaas. Niklas, je sais pas trop, je me rappelle plus. Je lis les résumés. Mais Klaas, c'est bien. Bref. Bri, donc, a fait un gros burn-out, elle est retournée vivre chez ses parents. C'est pas hyper facile pour elle en ce moment, et la seule chose qu'elle arrive à faire de sa journée, c'est aller marcher. Et c'est en allant marcher qu'elle est tombée sur un gars qu'elle voit tous les jours à sa fenêtre, il doit être en train de bosser depuis chez elle, et elle a un crush pour lui. Bon, en soi, rien de bien foufou, hein, c'est un crush comme ça, mais c'est quelque chose qui l'aide aussi à sortir un peu de chez elle, donc voilà. Un jour, elle passe la porte de la chocolaterie du coin et elle tombe, ni plus ni moins, que sur ce fameux crush. Il s'appelle Klaas et il lui dit que, en plus, comme par hasard, il cherche quelqu'un dans la chocolaterie. Elle sait pas trop ce qui lui prend parce que c'est peut-être pas le meilleur pour elle alors qu'elle est en plein burn-out, mais Bri va décider de postuler. Et du coup, la voilà à bosser tous les jours avec ce fameux crush qui de son côté crush sur elle depuis la première fois qu'elle a passé la porte de la boutique, et ni l'un ni l'autre n'arrive à se le dire. Bref, c'est le postulat de départ en tout cas dont ne papillote pas avec Noël que j'ai particulièrement apprécié, même si pour le coup j'ai mis vraiment beaucoup de temps à rentrer dans l'histoire. Je pense que malheureusement je l'ai lu vraiment au pire du déménagement, c'est-à-dire vraiment la semaine où on déménageait. Voilà. Donc il restait plein de choses à faire, donc il a traîné énormément, d'ailleurs il a beaucoup traîné dans mon sac, il est complètement abîmé le pauvre petit kiki. Et du coup, j'ai mis vachement de temps à rentrer dedans, à avoir envie de le lire et à être à fond dedans. Il y a même eu un moment où j'avais un petit peu dans l'idée que j'allais l'abandonner parce que j'étais pas hyper fan en plus du... Je suis pas très fan des histoires avec 2 personnes qui se kiffent mais personne se le dit. Ça a vite tendance à me gonfler, je me dis je sais pas, dites-vous les choses et puis comme ça on passe à la seconde et puis voilà, c'est cool.
Et du coup, il y a eu un moment où j'avais un peu ça qui me gênait aussi. Mais en fait, très rapidement, comme c'est globalement hyper bien fait, bah ça passe très bien. Et une fois que j'ai été à fond dedans et où surtout bah, que j'avais le temps de lire, bah bizarrement, je suis passée très vite au-dessus de ce truc qui me gênait un petit peu au début. Je l'ai dévoré et je l'ai beaucoup aimé. Ce roman m'a touchée déjà pour le sujet de Brie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Esmé Béguin. Elles font des romances qui payent pas de mine comme ça et qui ont l'air assez kiki, mignonnes, tout ça. Très touchantes et un peu drôles à la fois parce qu'il y a aussi des scènes un peu loufoques. Mais dans le même temps, elles vont aborder des sujets qui sont particulièrement difficiles et qui sont aussi très profonds. C'était déjà le cas dans les 3 romans précédents d'elle. Et c'est encore une fois le cas ici avec le burn-out de Brie qui, je trouve, est très bien dépeint, qui est très bien décrit et qui est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé le fait que, en un claquement de doigts, tout ne soit pas résolu, il se passe énormément de choses. Brie va évidemment évoluer dans ce burn-out, mais pas que. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Mais elle se résume pas non plus que à ce burn-out. C'est aussi une femme, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle réapprenne à l'être avec Klaus. Klaus. Wow. Je crois que je suis fatiguée. Bref, j'ai trouvé que la dynamique de personnages était vraiment hyper intéressante. On les a d'abord qui se découvrent, deviennent un petit peu amis, vont avoir plus de facilité à se parler, à se dire des choses hyper importantes. C'est d'ailleurs la seule personne en dehors de sa famille à qui elle parle de son burn-out et à qui elle dit clairement les choses. Et j'ai vraiment aimé la relation qu'ils vont nouer. Klaus, de son côté, c'est un personnage qui est assez intéressant parce que pour une fois, et à la différence de beaucoup de personnages de romance, on n'est pas sur le mec que tard par excellence, qui ramène les nanas tous les 4 matins. Lui, c'est vraiment le gars que tout le monde dans sa bande de potes et dans sa famille espère caser, mais qui vient toujours seul au repas parce que en fait, il a pas trouvé quelqu'un à son goût. Enfin, en tout cas, il n'a pas envie de ramener n'importe qui. Il a pas des coups d'un soir tous les 4 matins. C'est pas un séducteur. Et d'ailleurs, ça se ressent. Il est tout le temps plein d'insécurité. Il sait jamais trop comment aborder les choses. Il est persuadé que il plaît pas du tout. Alors que pourtant, putain de Brie, elle lui envoie des signaux. C'est plus des signaux, les gars. Enfin, c'est comme si elle avait un panneau dessus de la tête, genre tu me plais. Et lui, il le voit pas. C'est pathétique. Mais voilà, il est bourré d'insécurité. Et c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup aimé parce que on est dans un truc hyper différent de ce qu'on côtoie d'habitude comme personnage masculin de romance. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, Brie est beaucoup plus sûre d'elle de ce côté-là que lui. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Bref, c'est une dynamique qui fonctionne, c'est une romance qui fonctionne. J'ai beaucoup aimé les tenants et les aboutissants, les différentes choses qu'on va découvrir dedans. Les personnages sont particulièrement touchants et vraiment bien écrits. Je vous conseille cette romance de Noël. En plus, c'est du format poche, donc franchement, ça ne prend pas de place et ça ne coûte pas cher. Et puis Esmé Béguin, pour moi, c'est une valeur sûre. Si vous n'êtes pas fan des romances de Noël, mais que vous aimez la romance, je vous conseille leurs 3 autres romans qui se déroulent dans le même petit univers et qui est vraiment... franchement, j'ai adoré. Et d'ailleurs, j'étais presque déçue que ce soit lui qui sorte et pas un autre roman dans la même lignée parce que j'avais en tête un truc et je sais pas si un jour elles vont l'écrire ce roman. Et si c'est pas le cas, je suis un peu triste. Voilà, bref. C'est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère avoir été à peu près cohérente et surtout que vous avez compris tout ce que j'avais dit avec mon gros nez bien bouché. Je vous fais de très gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là, lisez beaucoup, ciao!